C'est la journée mondiale de lutte contre le sida, à l'occasion de rappeler 2 chiffres. Toutes les 17 secondes, une personne se fait infecter par le VIH dans le monde. Et depuis le début de l'épidémie, 35 millions de personnes sont mortes du sida. Pour marquer cette journée, Emmanuel Macron et son épouse se sont rendus au centre hospitalier de La Fontaine de Saint-Denis. Rencontre avec des associations, des chercheurs. Et vous le voyez, une image symbolique, dépistage pour le président. Ce 1er décembre est la journée mondiale de lutte contre le sida. Malgré les progrès sensibles de la science, le sida est bien là, toujours mortel pour les personnes qui ne peuvent pas bénéficier de traitement. En France, on estime à 150 000 le nombre de personnes infectées par le VIH, 6 000 nouvelles chaque année. Le dépistage est l'une des priorités des autorités sanitaires. Pascal Justice avec nos équipes en région. Aujourd'hui, une personne séropositive peut faire un enfant grâce à son traitement. Radio Africa numéro 1 multiplie les messages sur le sida, car les immigrés hétérosexuels restent l'une des populations les plus touchées en France. Les associations multiplient sur le terrain des actions de dépistage rapides et gratuits à l'attention des populations les plus démunies. Les populations d'origine d'Afrique subsaharienne se contaminent aussi ici en France après leur immigration. Et donc ce sont ces personnes qui vont développer le sida dans les années à venir puisqu'ils ne sont pas dépistés, ils ne sont pas soignés. En France, 25 000 personnes ignorent qu'elles sont séropositives et risquent de propager le virus. Il est essentiel de pouvoir accéder à un dépistage pour 2 raisons majeures. La première, c'est un patient dépisté va pouvoir accéder à la prise en charge médicale et recours aux soins et aux traitements. La deuxième, c'est qu'un patient dépisté est traité, quasiment ne transmet plus l'infection VIH. Le dépistage est d'autant plus facile qu'il est désormais possible de faire un autotest disponible en pharmacie. En 10-15 minutes, vous avez la réponse. C'est-à-dire que la réponse positive, il y a 2 traits, et réponse négative, il y a un seul trait. C'est un peu comme les tests de grossesse, sauf que c'est un test sanguin et pas urinaire. Les jeunes, quant à eux, ne doivent pas baisser la garde, car les 15-24 ans représentent 15% des 6 000 personnes contaminées chaque année. Invité du Soir 3 Week-end, Jean-Luc Romero, président de l'association Élus locaux contre le sida. Bonsoir Monsieur Romero, merci d'être des nôtres. Pour parler de cette actualité, une personne infectée toutes les 17 secondes dans le monde par le VIH. Il est important et nécessaire de rappeler cette statistique effroyable. Oui, et puis 2700 morts tous les jours. Vous imaginez, aujourd'hui, c'est même insupportable. Vous savez, nous, dans nos pays riches, on a la chance d'avoir des traitements qui font qu'aujourd'hui, les personnes séropositives ont la même espérance de vie qu'une personne séronégative. Et pensez que dans les pays du Sud, en Asie, voire en Russie, des personnes aujourd'hui meurent alors qu'on aurait pu éviter ces morts. Et justement, le traitement, le dépistage, déjà, c'est la première des nécessités. Ce matin, le chef de l'État, on va voir quelques images, s'est même prêté, non pas à ce jeu, mais à ce devoir pour chacun de nous de se dépister. Il l'a fait dans un centre hospitalier à Saint-Denis. C'est important, cette image ? Ah bah oui, bien sûr, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, une des clés de la fin du sida, c'est évidemment le dépistage. Vous l'avez dit dans votre reportage, il y a aujourd'hui 25 000 personnes dans notre pays qui ne savent pas qu'elles sont séropositives. Et on le sait, une personne dès qu'on est séropositif, il faut être pris en charge, il faut avoir le traitement. Et à partir de ce moment-là, les personnes séropositives deviennent ce qu'on peut dire séro-inoffensives. C'est-à-dire que même sans capote, elles ne contaminent plus, elles n'infectent plus. Et donc il faut absolument que ces 25 000 personnes soient dépistées, d'où la nécessité d'inciter les gens. Et bien sûr, quand on voit le chef de l'État lui-même se faire dépister, j'espère que ça va donner l'envie à beaucoup de Français de le faire. Ouais. Le dépistage et bien évidemment le traitement médicamenteux. Pour vous, il est possible d'éradiquer le sida à un horizon assez proche 2030. Comment y parvenir ? Comment y parvenir ? Alors c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de conditions. La première, d'abord, il faut dépister. Dès qu'on a dépisté les personnes, il faut les mettre sous traitement. Et puis après, en général, les personnes qui sont sous traitement, pour la plupart, elles ont ce qu'on appelle une charge virale indétectable et c'est pour ça qu'elles ne peuvent plus transmettre. Et c'est comme ça que le sida pourrait disparaître parce qu'il n'y aurait plus personne pour s'infecter. Ça, c'est un coût important, bien évidemment. Oui, enfin, un coût, mais vous savez, je vous disais tout à l'heure, c'est 1 million de morts par an, ces 2700 personnes seraient évitées. Et ces personnes, si elles ont une vie normale, elles produisent aussi. Bien sûr. Donc pour la société, ça coûterait beaucoup
beaucoup moins cher que de laisser mourir dans une espèce d'indifférence glacer les gens. Donc on voit qu'on a cet objectif qui est un objectif tout à fait faisable, mais pour ça, il faut une volonté politique. Et une volonté politique au niveau international. Parce que dans les pays du Sud, en Afrique notamment, tout le monde n'accède pas au traitement. Et ça, je vous dis, c'est à la fois inacceptable et c'est scandaleux aujourd'hui parce qu'on a la solution. Oui, une vraie injustice. Vous avez participé à la publication de cet ouvrage, Portrait de vie, 15 portraits sensibles de personnes infectées par le VIH et qui témoignent de leur vie au quotidien. Et pour vous, vous dites, ce sont des portraits sensibles qui sont pour vous des odes à la vie, à l'amour. Oui. Oui, enfin c'est un livre que nous avons voulu faire avec élus locaux contre le sida. Moi, je m'étais engagé à plusieurs reprises depuis que j'ai annoncé ma séropositivité de pouvoir faire, de permettre à des personnes de témoigner. Parce à visage, on le voit découvert, on voit Didier. Oui. Didier notamment, parce que aujourd'hui le problème c'est que cette maladie elle est invisible. Oui. Quand on parle du sida, la plupart des gens s'imaginent pas que, vous voyez Morgane maintenant, vous voyez Didier il y a quelques instants, que derrière le mot sida il y a des hommes et des femmes. Et c'était important et avec ce livre, et moi je remercie, je vois, voilà, Florence, Nicolas, tous ces gens qui ont participé, parce que vous savez, c'est pas quelque chose... C'est courageux, extrêmement courageux, mais comme vous l'avez fait vous, ça fait 30 ans que vous vivez avec le VIH et vous êtes le seul élu à l'avoir dit publiquement et une des rares personnalités avec Charlotte Valandré qui témoigne également, à l'avoir dit. Ça reste tabou, ça reste compliqué d'avouer, de dire. C'est vrai que c'est un peu fou parce que vous imaginez, je suis pas le seul élu à vivre avec ce virus, mais je comprends que certains aient peur de le dire. En même temps, à un moment, vous savez, ce qu'on ne voit pas n'existe pas. Et il y a un moment, il faut qu'il y en ait certaines et certains qui osent le dire. Et ce livre, à mon avis, peut aider. D'ailleurs, parce que vous savez, ce livre va être décliné avec une exposition. Et j'espère que beaucoup de mairies, beaucoup d'entreprises vont prendre cette exposition parce que c'est important que chacun puisse voir que derrière, et là, il y a des mamans aussi. Oui. Enfin voilà, ça pourrait être vous, ça peut être votre sœur, ça pourrait être votre mère, ça pourrait être vos enfants, ça pourrait être vos meilleurs amis. Et chacun peut voir qu'avec le VIH, on est quand même tous concernés. La perception de la maladie a tout de même beaucoup évolué positivement, fort heureusement. Je ne dirais pas ça. Je dirais qu'elle a, dans l'idée générale, mais je pense que c'est plus difficile de dire sa séropositivité aujourd'hui que quand moi je l'ai appris il y a 30 ans, où il y avait de la compassion. Et aujourd'hui, on est dans la culpabilisation des personnes qui vivent avec ce virus. Alors, il y a encore beaucoup de travail. Portrait de vie. Vraiment, j'incite chacun à lire ces portraits extrêmement sensibles. Ouais. C'est aux éditions Cherche Midi. Un grand merci, Monsieur Romero, d'avoir accepté notre invitation. Et l'actualité se poursuit au plus près de chez vous avec cette nuit, notamment dans le sud-est et les Pyrénées. Météo France a classé 12 départements en vigilance orange. Un épisode neigeux associé à une nette baisse des températures. Le point tout de suite avec Éléonore Bailly et nos équipes en région. Des flocons de neige annoncés toute la nuit. La vague qui traverse la France depuis hier s'est déplacée dans le sud du pays, mettant en alerte 12 départements. Au moment de prendre le volant, les automobilistes s'inquiètent de la baisse des températures et de la formation de glace. Ça chlite légèrement, quoi. Le sol étant un peu glacé, les voitures ont tendance à virer du derrière, comme dit l'expression. À Limoges, la ville est surprise depuis cet après-midi par des averses abondantes. Les rues du centre ainsi que la rocade se sont brutalement transformées en patinoire. J'ai des pneus 4 saisons, hein. Enfin des trucs accroches. Ouais. Des hélicoptères. Ouais, mais bon, sinon en ville c'est déjà le bazar. Même situation à quelques kilomètres de Chambéry. Si les axes principaux sont dégagés, les routes secondaires attendent encore le passage de la Saleuse. Vas-y, passe là-bas, passe là-bas. Repasse dans les... Alors pour s'en sortir, c'est encore le système D qui fonctionne le mieux. À bloc, hein. Il n'y a pas le choix. Il faut, hein. Avec de 5 à 30 cm de neige attendue cette nuit des Pyrénées aux Alpes du Sud, la prudence reste de mise tout le week-end. L'hiver s'installe, une période particulièrement redoutée pour les personnes sans domicile fixe. Fait inquiétant, les familles sont de plus en plus nombreuses à subir cette extrême précarité. À Paris, le reportage de Julie Beckrich, Jérémy Normand et Philippe Maire. Comme tous les soirs à 18h, plus de 600 personnes, des hommes, des femmes sans abri, viennent prendre ici ce qui est souvent l'unique repas de leur journée. C'est bon ? Salah Iferson a 43 ans. Depuis plus d'un mois, il passe ses nuits dans sa voiture.
j'estime heureux. J'ai ma voiture qui me dépanne, qui me sert comme une maison pour le moment. Après cette parenthèse au chaud, une partie d'entre eux dormira ce soir dans la rue, faute de place d'accueil dans les centres d'hébergement. Oui, bonjour madame, je vous écoute. Avec le froid qui s'installe, les appels au 115 se multiplient, mais pas les places. Malheureusement, on n'a pas de place, il y a beaucoup Incapable de répondre à la demande, le président du SAMU social s'alarme de la situation. La situation est très préoccupante pour nous. Non seulement nous avons de manière un peu chronique des isolés qui restent dehors, beaucoup de femmes en augmentation, mais aussi des familles, donc ça veut dire des enfants auxquels on ne peut pas apporter de réponse. Chaque soir à Paris, 800 personnes restent à la rue sans solution. Parmi elles, 9 familles sur 10 qui appellent le 115 ne peuvent être hébergées, faute de place adaptée aux parents avec leurs enfants. Cette mère et son fils font partie de ceux qui ont réussi à obtenir une place dans une chambre d'hôtel, payée par l'État. Je suis contente. J'ai mon espace à moi avec mon fils. À Paris, il y a 15 000 places en hôtel comme celle-ci. Mais une fois installées, faute de logement, les familles restent. Les places ne se libèrent pas, le dispositif est donc saturé. Pour ceux qui restent dehors, il y a les maraudes des associations. Toutes les nuits, elles apportent des couvertures et des boissons chaudes aux sans-abri. Les taux se resserrent sur le